Bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, on reçoit Mylène Gilbert-Dumas, qui est une autrice originaire de Sherbrooke, qui a 20 livres à son actif et un essai, son petit dernier. Et là, je vous avoue, moi, je suis fascinée par les gens comme elle, qui ont plein d'idées. On ne sait pas d'où ça sort et on va apprendre à la découvrir aujourd'hui, si vous le voulez bien. Mylène, bonjour. Bonjour. Écoute, Mylène, je t'avoue, là, je ne sais pas par où commencer. Parce que, on va commencer par le commencement, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, je veux commencer par le saut que tu as fait, parce que déjà là, c'est fascinant. Tu avais donc un poste d'enseignante en français au secondaire et un jour, tu as décidé, toi, que c'était de ta plume que tu voulais vivre. Ben en fait, je suis devenue enseignante parce que je voulais vivre de ma plume. Parce que je suis entrée à l'université pour devenir ingénieure en électricité. Mais au bout de 6 semaines, c'était vraiment pas ma place. Je m'en suis rendu compte assez vite, une chance. Alors, je suis allée travailler, puis au bout d'un an, quand je suis retournée à l'université, j'ai été voir l'orienteur, je lui ai dit, moi, là, je veux devenir écrivain. J'avais vu la série Anne of Green Gables, Anne la maison pignon vert, et la deuxième partie. Et quand j'ai vu ça, moi, j'écris depuis que j'ai 7-8 ans. Là. Alors, c'était exactement ça que je voulais faire. Alors, l'orienteur, qui est bien rigolo, je trouve ça drôle aujourd'hui, mais il m'avait dit, tu gagneras jamais ta vie avec ça, ma petite fille, alors va-t'en en enseignement, tu as 2 mois de vacances l'été, tu vas pouvoir écrire. C'est ça. C'est ce qui était. Alors, j'ai fait mon cours en enseignement, puis j'ai eu mon emploi. J'ai fini en mai, j'ai commencé à travailler en septembre. Puis, quand j'approchais 30 ans, ben j'avais pas écrit une ligne encore. De 23 à 30 ans, j'avais rien écrit parce que je travaillais. Un jeune prof de français, ça prépare des cours, ça donne des cours, ça corrige. Alors, j'approchais 30 ans, puis là, c'était comme, mais là, minute, là, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Moi, là, je voulais être écrivaine. Alors, j'ai changé complètement ma façon de vivre pour pouvoir consacrer du temps à l'écriture. Puis après ça, j'ai laissé mon emploi puis j'ai fait ça à temps plein. Puis j'ai quitté l'école en juin 2003. OK, attends. Donc, 30 ans. Est-ce que tu penses que c'était... Tu sais, on va dire souvent dans la vie, il y a certaines périodes qui sont charnières. Oui. Peut-être que dans ta vie, toi, 30 ans pour toi, c'était comme, oh, si je le fais pas là, quand est-ce que je le ferai? En fait, je voyais ça comme, j'ai le tiers de ma vie de passé, j'ai pas encore fait ce que je voulais faire. Tu sais, c'est ça? Oui, c'est ça. Le tiers, si je suis chanceuse, la moitié, si je suis moins chanceuse. Alors, non, c'était impératif, là. Je savais que je passais à côté de ma vie si je le faisais pas. Puis j'ai eu des signes tout de suite au début parce que mon premier roman, il y a eu le prix Robert Clich, il a été finaliste au prix de la Relève Archambault. Mon deuxième roman a gagné un Sceau d'argent Monsieur Christie. Alors là, je me suis dit bon ben je dois quand même. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense que je suis à la bonne place. Alors j'ai donné ma démission à la commission scolaire puis j'ai fait ça à temps plein depuis ce temps-là. Ben écoute, plongeons Mylène parce que comme on en a discuté, tu sais, tu as 20 romans. Alors c'est sûr qu'on va pas énumérer la prémisse de chacun ici, ça deviendrait comme un peu une liste d'épicerie. Oui. Ce sera un peu plate. Par contre, Les Dames de Beauchesne, là, il y a eu 3 romans. Donc ça, c'est ton premier roman, tome 1, tome 2, tome 3. Ouais. Et tu dis que dès ton premier roman, tu as gagné le prix, c'est Robert Clich. Le prix Robert Clich du premier roman, oui. En 2002. C'est quoi ce prix-là et pourquoi c'est un prix qui est donné c'est un prix qui est donné sur manuscrit. Donc, j'avais envoyé mon manuscrit à 10 maisons d'édition, il avait été refusé partout. Alors, je l'ai repris. Et comme moi, je savais qu'il était bon, mais je dis souvent, c'est un peu comme quelqu'un qui commence à jouer du piano. Quand il commence à jouer, les premiers mois, les premières années, c'est raboteux un peu, hein, pour la personne qui écoute, là. Mais quand ça fait 5 ans qu'il joue, ben là, ça a du bon sens d'aller écouter. Ben, quand j'avais commencé mon roman, j'avais pas encore beaucoup de maîtrise de la technique d'écriture, mais ça m'a pris 5 ans à le faire. Alors, à la fin, j'étais bonne. Alors, j'ai pris un document Word vierge, j'avais mon manuscrit imprimé et j'ai tout réécrit mon livre du début à la fin. Puis ensuite, je l'ai envoyé au prix Robert Clich. En fait, j'ai fait des photocopies pour l'envoyer dans d'autres maisons d'édition. Et comme j'étais à la librairie, il y avait le petit papier sur le bord de la caisse où on sollicitait des manuscrits pour le prix. Alors, j'ai fait une photocopie de plus. Je restais acharnée dans ce temps-là. La photocopie était juste à côté de la librairie. J'ai fait des photocopies, j'ai envoyé ça en même temps. Et c'est ça, quelques mois plus tard, on m'a appelé pour me dire, là, t'es finaliste à ce prix-là, alors ce serait bien que tu signes pas de contrat ailleurs au cas où tu gagnes. Puis 3 semaines après... au moins 3 semaines après. Oui, c'est pas longtemps. Non, 3 semaines après, il m'appelait pour me dire que j'avais gagné puis que je publiais chez VLB Éditeur. Et donc, est-ce que ce moment-là, ben oui, absolument. Est-ce que ce moment-là, d'être à la librairie, de voir, t'aurais pu ne pas regarder là? Ah, j'aurais pu, mais moi, j'achetais des livres, hein. J'étais à la librairie, après avoir fait mes paquets puis posté tout ça, j'étais allée acheter un livre. Alors, j'étais à la caisse. Puis, c'est bon. J'avais déjà lu moi-même des romans publiés avec le prix Robert Clich. Alors, Christine Brouillette a été publiée avec Chère voisine au prix Robert Clich. Alors, j'ai ramassé le papier puis ça a changé
j'ai changé de voie. Ben c'est ça, mais c'est d'être à la bonne place au bon moment. Oui, oui, il y a beaucoup de chance. Ah oui, moi j'ai eu beaucoup de chance, oui. Oui, la chance, travailler, mais la chance mais d'être au bon moment, mais il y a une certaine sensibilité aussi à ça. Hein. Il y a des gens, la chance passe puis ils l'attrapent pas. Moi, je la vois passer puis je saute dessus. Ben c'est extraordinaire et c'est probablement pour ça qu'après maintenant 20 ans, tu écris encore et j'écris encore. J'ai écrit toutes sortes de choses puis je suis très difficile à catégoriser là. On peut me mettre sur une table ronde avec différentes choses parce que j'ai écrit différentes sortes de romans. Mais j'adore ce que je fais. Là. Il y a pas une journée que je me lève en me disant non aujourd'hui faut que j'aille à la job. Tu sais, non, moi je travaille chez moi. J'ai pas de trafic à faire. Je pars de la cuisine. Je m'en vais dans mon bureau avec mes chiens. Tu sais. Puis je m'installe pour travailler. Alors c'est pas. Mais j'ai beaucoup d'imagination. J'aime ça. Quand ça fait comme en ce moment, là, je suis la production parce que j'ai un livre qui sort cet automne, puis un autre qui sort au mois de février. Alors, on est en production, là. C'est la correction, les couvertures, ces affaires-là. Dans ce temps-là, je peux pas écrire. Puis ça me manque. Je fais plein de cauchemars puis de rêves débiles dans la nuit parce que j'ai besoin d'exprimer ça. Alors, j'ai un peu hâte que ce soit fini pour pouvoir reprendre l'écriture, mais en même temps, j'aime ça. J'adore travailler avec ma réviseure. Je suis chanceuse, j'ai la même réviseur qui me suit à l'autre maison d'édition. Donc, c'est un pur plaisir de travailler avec des gens qui comprennent ce qu'on fait, puis c'est toujours très positif qu'on avance. Alors, je peux pas me plaindre. J'ai juste hâte de recommencer à écrire. Ben ça paraît parce qu'avec le rythme auquel tu sors des livres à chaque année ou presque, depuis 20 ans, on s'entend, c'est parce que quelque part, tu aimes ce que tu fais et tu n'en as jamais assez. Oui. Tu as mentionné tout à l'heure que ton deuxième livre a reçu également un prix. Le deuxième, c'était un livre pour adolescents? Oui, c'est ça. Il s'appelait Mystique. Il était publié à la Courte Échelle et il a eu un Sceau d'argent, Monsieur Christie. Il faisait partie des 5 meilleurs livres pour les 12-16 ans au Canada pour l'année 2004. C'est assez extraordinaire. Oui, j'étais bien contente. Mais avec raison. Mais tu sais, souvent quand on pense à ton nom, on va penser à des romans historiques. Et c'est vrai d'ailleurs avec tes premiers romans, donc Les Dames de Beauchesne, et ça revient. Mais j'en ai écrit 7 qui sont strictement historiques, mes 7 premiers, Les Dames de Beauchesne, mais aussi les Lily Klondike, et puis 1704. Et mes 2 derniers romans sont en partie, il y a un thriller puis un roman policier, puis les 2 ils ont quand même une forte composante historique quand même là. Aussi. Mais comment ça fonctionne pour faire les recherches? Parce que on peut parler de Lily Klondike aussi tout de suite parce que moi j'ai lu Lily Klondike. Évidemment, je n'ai pas lu les 20 romans de Madame Gilbert Dumas, bien malgré moi parce que le temps manquait. J'ai choisi la série Lily Klondike. Il y a également 3 tomes. Donc là, ça se passe, on va le dire un petit peu, évidemment, le Klondike. C'est la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, exactement. Et donc, fin 1800. Il y a beaucoup de recherches là-dedans. Comment tu procèdes, là? Je sais qu'au Yukon, tu es déjà allé dans cette région-là aussi, mais... Quand je peux, je vais sur les lieux, quand c'est possible. Oui. Par exemple, dans le Dame de Beauchesne, tome 3, il y a toute une partie, c'est la Révolution américaine. Je suis pas allée à New York. Il reste plus rien de cette époque-là à New York. Mais au Yukon, par contre, il y a les vestiges de ruée vers l'or. Entre l'Alaska et le Yukon, il y a un immense corridor protégé. C'est le plus grand musée international à ciel ouvert au monde. Il y a des artefacts un peu partout, mais en fait, le Yukon, ça a été peut-être le plus facile pour moi au niveau historique parce que on a des photos, on a les journaux. J'ai utilisé la correspondance, les journaux personnels, les biographies qu'on avait des femmes qui sont allées là toutes seules. Parce que c'est ça qui m'a intéressée, moi. J'étais allée en 2001. Mon mari était en congrès avec l'association, la Fédération canadienne des enseignants. Ça avait lieu à Whitehorse. Et pendant que lui était en congrès, moi, je me promenais puis je visitais. Puis dans une des librairies, j'ai trouvé un livre sur les femmes qui sont allées seules à la ruée vers l'or. Et là, on parle de 1897. Là. Mm-hmm. Là, on parle pas de 1997. Alors là, j'étais là, OK, quel bout j'ai manqué? Comment ça se fait que ces filles-là étaient capables de se rendre? Il y avait pas de route, là. Absolument pas. Il fallait prendre le bateau à Vancouver jusqu'en Alaska, traverser les Rocheuses avec une tonne d'équipement sur le dos parce que la GRC ne permettait pas aux gens de rentrer sans nourriture parce que au Yukon, à cette époque-là, il y avait de la roche puis des épinettes, là, tu sais. Oui, effectivement, tu devais montrer que tu avais de quoi survivre un an, c'est ça. Alors là, j'ai commencé la recherche, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais c'est ça, j'ai été, les Yukonais sont des gens absolument charmants pour ça, et je suis allée aux archives là-bas, j'ai trouvé tous les journaux, tout ce que je voulais, et puis la dame, elle regarde la pile de documents avec lesquels j'arrivais, elle dit, je vais vous faire des photocopies,
Elle a dit, donnez-moi votre numéro de carte de crédit. Puis elle a chargé ça sur ma carte de crédit, puis elle m'a envoyé ça par la poste quand elle a eu fini. J'ai reçu chez moi mon gros paquet. Je suis partie avec ça pour travailler. Mais c'est ça. Mais j'avais aussi utilisé il y a eu beaucoup de livres écrits quand même sur la rue vers l'or, là. Fait que. Il y avait quand même du matériel sur lequel oui, il y avait beaucoup de matériel. C'est ça. Ça a été plus difficile pour faire les Dames de Beauchesne, premièrement parce que je commençais. Puis que j'avais pas encore l'habileté. Comment on fait pour fouiller, là? Tu sais, là, l'Internet, ça commençait à peine aussi, là. Ben oui. Alors, c'était pas aussi facile que maintenant. Maintenant, on trappe Bataille des plaines, puis on en a une page bien pleine, là, dans Google, mais des pages et des pages et des pages. À l'époque, il fallait que je trouve les bons documents. Moi, je travaillais dans des livres. Il y avait rien sur Internet. Absolument. Le courriel commençait, là. Alors, non, ça a pris beaucoup de recherche. Mais oui, puis moi, je me base sur Lily Klondike, évidemment, parce que je l'ai lu. Oui. Et donc, on parle de la recherche dans l'histoire et tout ça. Il y a d'autres romans qui se passent ailleurs, effectivement, et qui sont également historiques. Alors, moi, j'ai lu quelque part que tu avais également, en plus d'une passion pour la littérature, une passion pour le voyage et pour l'histoire. Oui. Et donc, croirais-tu que ce sont les ingrédients qui sont nécessaires pour écrire de bons romans d'histoire, comme ceux que tu fais, parce que ce sont... Oui. Ben, en fait, j'ai une grande sensibilité. Les lieux m'influencent énormément. Alors, c'est sûr que je vais aller, quand je vais sur les lieux, comme c'est très drôle parce que j'ai une amie qui a résidé pendant quelques mois à King's Croft, qui est un petit hameau des Cantons de l'Est où personne ne va jamais, il y a rien dans ce village-là. Mais moi, je suis allée chez elle, puis en partant de là, j'ai dit à mon mari, je dis, bon, ici, il y a un roman. Puis dans les mois suivants, j'ai écrit le roman, c'est mon roman Noël à King's Croft qui sort au mois de novembre. Mais c'est juste parce qu'une fois que j'étais dans ce village-là, je dis OK, j'ai une histoire à raconter ici. Quand j'étais au Yukon, c'est la même chose. Moi, quand je suis arrivée à Dawson City, l'image qu'on a des fois, c'est d'être déjà venue ici dans une autre vie. Là, ça se peut pas. Oui. Là. Alors moi, j'étais là et tout m'était familier. Alors puis Dawson City est en compétition toujours pour être reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est très très bien préservé. Alors, je marche dans les rues, j'avais aucune difficulté à juste reculer dans le temps, là. Une fois que j'avais compris que les femmes qui étaient là, montées là toutes seules, elles étaient bien plus indépendantes et autonomes qu'on l'est aujourd'hui, là. Tu sais, comme, les prostituées, c'était toutes des travailleuses indépendantes, là. Puis, travailleuses indépendantes, puis elles avaient leur local à elles. Et les mineurs, quand ils sortaient de la mine puis qu'ils s'en allaient à Dawson pour jouer au casino, ils allaient voir le prostitué qu'ils fréquentaient habituellement. Il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Puis ils leur laissaient leur sac d'or. C'est comme la banque. Puis parce qu'ils voulaient pas le jouer le soir une fois qu'ils étaient sous, puis ils risquaient de tout perdre ce qu'ils avaient gagné. Alors ils confiaient à la fille l'argent, l'or, là, de ce qu'ils avaient trouvé, jusqu'au lendemain matin où là ils venaient le rechercher. Une fois dégrisés, ils s'en retournaient sur leur claim. Là. Alors elles avaient, mais c'est les femmes qui se sont enrichies beaucoup dans la rue vers l'or parce que elles étaient dans les services. Alors les buanderies, les hôtels, les bordels, les hôtels, tout ce qui demandait une main-d'œuvre d'entretien, si on veut. Mais là, elle faisait la pièce avec ça, évidemment. Là. Effectivement. Puis dans Lily Klondike, est-ce qu'on a le droit de dire d'abord, c'est pas un secret, il y en a deux, Lily? Ah oui, absolument. On le voit dès le départ, on le voit très bien. Il y en a deux, puis ça, c'est parti de Klondike Kate, le personnage de Klondike Kate. Elle existe pour vrai. Oh. Puis l'histoire en a gardé un personnage fantastique. Écoute, une superwoman là qui avait été gardienne de prison à Whitehorse puis qui dansait dans les salons à Dawson. Mais c'est pas vrai, c'est qu'il y avait deux femmes qui étaient fait appeler Klondike Kate. Et alors quand on cherche la biographie de Klondike Kate, des fois on se ramasse avec des exploits, des affaires qui ont pas de bon sens. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait deux femmes. Alors, j'étais à Dawson City quand j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça extraordinaire, l'idée que l'histoire a gardé une superwoman, alors qu'en fait, ils étaient deux. Puis alors, je suis partie avec cette idée-là, puis je voulais pas, raconter exactement l'histoire de Klondike Kate, fait que j'ai créé mes propres personnages, là, parce que je voulais aussi montrer le rôle des francophones pendant la rue vers l'or, parce qu'il y avait des francophones, québécois, on l'appelait Canadiens-Français, qui sont partis au Klondike. Alors c'est ça, c'était cet amalgame-là que l'histoire nous avait laissé, que moi, j'ai pris plaisir à décomposer dans le roman. Puis à la fin, même les gens pensent que c'est la même un bout de temps là, quand ils en parlent, jusqu'à temps qu'on ait les deux ensemble. Vous dites, oh, vous étiez deux. Mais oui, c'est vrai. Puis j'ai lu quelque part, je crois que c'est une citation telle quelle que tu aurais dite, c'est ça prenait deux femmes pour vivre l'histoire que je voulais raconter. Oui, parce que premièrement parce qu'il y avait deux routes, hein. Il y avait deux chemins, la Chilkoot puis la White Pass, qui sont des cols pour traverser les Rocheuses, et il s'est passé des affaires extraordinaires dans les deux. Alors, je peux pas avoir un personnage qui le fait dans un sens, qui revient puis qui le fait dans l'autre sens. Mais non, ça n'a pas de sens historiquement parlant. Alors, je me souviens d'avoir eu
mon plus gros flash, ça va vous faire rigoler, je l'ai jamais raconté, je pense, mais j'étais à côté de Skagway, l'endroit où il y avait l'accès pour la Chilkoot Pass, et il y avait un bébé grizzly, là. Ah. Et j'étais en voiture avec mon chum, puis là, on a arrêté pour regarder le grizzly. Puis là, c'est gros, un bébé grizzly. Il était pas si loin. Alors, comme j'ai vu, on est sorti, j'ai dit, toi, tu gardes les clés proches au cas où il s'en vient. Et je suis sortie, et le flash que j'ai eu, c'est la mer doit pas être loin, tu sais là. Et la peur, en fait, que tout à coup, c'est dire des émotions, comment ça passe. C'est là que j'ai vu mes 2 Lily en même temps, que je pouvais pas en avoir une chaque bord, puis qu'il y avait trop de choses à dire dans les 2 traversées des montagnes. Alors, vu que j'avais déjà lu sur Klondike, ça s'est tout comme mis en place. Et j'ai sorti mon carnet, j'étais sur le capot de la voiture, puis j'écrivais. Puis là, mon chum me dit, peut-être qu'on devrait s'en aller avant que la mer arrive. J'adore ça. Mais petit aparté, vous avez l'air de passer beaucoup de temps ensemble avec ton oui. conjoint. Lui, il doit être habitué de te voir t'arrêter à un moment donné. Il doit plus poser de questions, là. Non. D'ailleurs, dans tous nos voyages, moi, je travaille beaucoup avec un Polaroid. Maintenant, il y a les nouveaux, là, mais je travaille beaucoup. J'ai plein de photos de lui dans les voyages. Il est assis dans le café en train de lire son journal. Parce que moi, j'arrête dans les cafés. J'aime ça. C'est là que quand j'ai des idées, on s'arrête. Alors oui, on voyage beaucoup ensemble. Puis c'est ça. Il est rendu très, très, très habitué à entendre mes folies, puis entendre toutes mes histoires. Puis tu sais, quand faut que j'arrête pour écrire, c'est là. C'est pas dans 10 minutes, puis c'est pas dans 1 heure. C'est maintenant. C'est maintenant. On trouve un restaurant, on s'arrête, puis moi, j'écris. Puis... Sans trop suivre l'ordre chronologique de tes parutions, il y avait certaines, comme je te disais, certaines de tes œuvres dont je voulais parler. Il y a Ariane Blackburn. Oui. Une de tes personnages. Oui. Elle a vu quelque chose de complètement différent que ce qu'on vient de découvrir avec l'expérience de Klondike ou même... C'est un roman fantastique. C'est le Mystique qui a été repris chez Soulière Éditeur pour Sur les traces du Mystique et qui a une suite à ça. Ça s'appelle Mort suspecte au Klondike. Au Yukon? Oui, au Yukon, je pense qu'il est né. Oui. Parce que Ariane Blackburn, elle est née, c'est très rigolo, mais de ma première année à l'université parce que je faisais des cours à 3 sessions collées, donc je me reposais jamais vraiment. Et j'étais juste couchée entre les pavillons à l'Université Laval à l'ombre, puis là, je me suis dit, mon Dieu, qu'il y aurait une histoire à faire ça avec ça. Et j'ai créé ça. Mais ça, c'est de la littérature fantastique pour ados. Oui. Ados, jeunes adultes. Et c'est le livre qui a eu le Sceau d'argent à Monsieur Christie en 2004. Mais c'était parce que j'étais prof au secondaire. Alors, cette clientèle-là, je les connaissais bien. C'était mes étudiants. Alors, quand j'ai commencé à écrire, il est né entre les pavillons, mais ça m'a pris vraiment plusieurs années avant de prendre tout ça pour en faire l'histoire. J'avais des morceaux, là. Et c'est ça. Elle est étudiante à l'université, puis elle devient une espèce d'enquêteur, là. Elle infiltre une école secondaire pour découvrir qui a assassiné les jeunes ados, parce que c'est des jeunes qui jouent à Donjons et Dragons, qui sont retrouvés morts un peu partout dans des parcs et des endroits isolés. Puis elle mène son enquête en infiltrant une école secondaire. Je connaissais très bien le milieu, puisque j'ai enseigné 12 ans dans une école secondaire. Mais oui, c'est vrai. Alors, ton expérience a dû apporter beaucoup. Oui. Puis d'ailleurs, il y a mes étudiants qui sont comme des morceaux de mes étudiants que j'ai pris pour certains personnages. Ça les a bien fait rigoler. On reste dans le plus contemporain. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de, excuse-moi, je vais le dire comme il faut, L'Escapade sans retour de Sophie Parent. Ça, je t'avoue, en faisant des recherches, j'ai lu la prémisse et j'ai comme eu un petit... C'est le plus dangereux. Écoute, je me suis dit, oh là là, attends une minute, il y a quelque chose là. Est-ce que tu veux juste nous partager, peut-être pour les gens qui connaissent pas là, la prémisse de cette histoire? Je peux vous raconter le début. Le début, c'est une femme qui arrive à 40 ans, qui regarde sa vie, puis qui se dit, ouais, c'est pas ça que je voulais. Et ça, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à écrire sur ça, je continuais les salons du livre pour Lily Klondike, et les lectrices venaient me demander, bon, sur quoi vous travaillez en ce moment? Puis je disais, c'est l'histoire d'une fille qui arrive à 40 ans, puis il y avait tout le temps une lectrice pour me dire, ouais, puis elle regarde sa vie, puis c'est pas ça qu'elle voulait. Il y avait quelqu'un pour compléter ma phrase. Oui. Alors je me disais, bon, je mets le doigt sur quelque chose. C'est sûr que je parle des femmes de la génération X, qui est au moment où le livre est sorti, il y a 10 ans, étaient pas très visibles parce qu'elles étaient à la maison avec les enfants, tu sais. Alors, elles étaient pas dans le milieu, on en voyait très peu, à part Anne Dorval. Oui, c'est vrai. C'est ça. Puis, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je partais d'une image d'Anne Dorval au franc-tireur. Je pense que c'était en 2002 ou 2003, début des années 2000, où elle avait pété des plombs à l'émission. Puis moi, qui n'ai pas de télé, j'en avais entendu parler, puis quelqu'un me l'avait montré, où elle s'était fâchée en disant, c'est vrai que les gars en font plus que leur père, mais ils en font pas encore la moitié, tu sais, là, dans la maison et tout ça. Et c'est ce que j'avais connu, moi, tu sais, là, je faisais des blagues tout à l'heure en disant, ma fille est rendue à 30 ans, mais c'est correct, c'est bien maintenant, mais j'ai eu un ado aussi à la maison, j'ai eu un enfant à la maison. Alors, j'avais toute cette expérience de vie-là, puis
Quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais plus comme 44 ans. Puis c'est bien parce que ça m'a permis, j'avais le recul de 39 à 40 ans. J'avais un peu de recul pour écrire sur ça. Cette transition-là, où OK, on fait du ménage, parce que là, on réalise qu'un peu comme quand j'ai eu 30 ans, moi, j'ai dit, OK, le tiers de ma vie est passé. À 40 ans, c'est pas mal la moitié de l'espérance de vie. Alors, si on fait pas de mise au point, si on réfléchit pas sur ça, on continue sur la même track, peut-être qu'il y a des chances qu'on arrive à la fin en se disant, oh, mais je passe à côté. J'ai des regrets, oui. J'ai des regrets, des choses. En fait, la plupart du temps, c'est des regrets des choses qu'on n'a pas faites. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai transmis dedans, mais Sophie Parent, c'est ça. Elle a de la correction à faire parce qu'elle est prof de français. Puis quand les fêtes arrivent, sa belle-sœur veut débarquer chez eux avec ses enfants, ils vont tous coucher là, tout ça. Puis elle avait juste la paix. Mais tout le monde s'en vient chez eux. Sa mère est malade, il faut qu'elle s'en occupe. En tout cas, tout le monde est après elle. Et elle a un accident de voiture en se rendant au travail un matin. Puis au lieu de se rendre au travail, elle passe devant une agence de voyage, puis elle s'achète un billet pour partir dans le sud toute seule. Puis elle part 2 semaines, c'est ce qu'elle veut faire, mais finalement, elle est partie 2 mois. Et quand elle revient, c'est plus la même personne. Puis là, elle fait du ménage. Puis elle s'achète une maison à Ormstown, qui est de l'autre côté de Valleyfield, à la campagne. Puis elle change complètement sa vie, là. Tu sais, puis ça, je dis, c'est le roman le plus dangereux, parce que quand il est sorti, tu sais, d'habitude, je reçois peut-être 1 centimètre. J'imprime toujours les courriels, les messages que je reçois. Je recevais avant peut-être comme 1 centimètre de messages à chaque livre que je sortais. Quand ce livre-là est sorti, j'en ai reçu 1,5 pouces. C'était, je n'en doute pas. J'en recevais tout le temps et j'étais à l'aéroport pour partir au Festival Fry après avoir fait un festival à Montréal. Et j'avais mon portable avec moi, ce que je traîne rarement. Mais là, je le rouvre pour prendre mes courriels parce que j'étais sur la route depuis quelques jours. Et là, j'ai une madame qui s'appelait Sophie Parent, mais qui m'explique que j'avais raconté sa vie dans mon livre. Mais j'ai eu ça tellement souvent. C'est ma vie que vous avez raconté dans ça. Pas dans le détail, mais dans l'émotion qu'il y avait dedans, le tiraillement dedans, la réflexion sur la vie. Ça a vraiment touché beaucoup de gens. Puis c'est ça, la presse avait titré quadragénaire au bord de la crise de nerfs quand ils avaient abordé mon livre. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut faire le point. Puis j'ai beaucoup aimé faire ça. Parce que, bon, moi, je suis partie de mon expérience, mais évidemment, c'est une fiction. Mais je l'avais traversée, cette phase-là. Alors, je faisais traverser à mon personnage. Puis, il y a une image très que j'ai trouvée vraiment très bien dedans. J'étais partie faire du vélo à Lennoxville, à côté de chez nous. Puis, il y a un restaurant avec une headset. Puis, ça a donné que mon chum est rentré commandé. Puis, moi, j'étais assise, puis je regardais la headset. De l'extérieur, tu sais, c'est tout beau, tout vert. Mais quand tu es assis à côté, tu regardes, en dedans, c'est mort. Il y a rien, il y a pas de branche, c'est vide. Alors, j'étais en train d'écrire ce livre-là, Sophie Parent. Alors, j'ai pris cette image-là. Et Sophie Parent regarde sa vie, puis de l'extérieur, tout le monde lui dit qu'elle est donc belle, qu'elle est donc géniale, sa vie. Mais elle la connaît de l'intérieur, puis c'est pas comme ça du tout qu'elle le sent. Alors, c'est l'image forte, je pense. C'est une image très, très forte. Ouais, du livre, mais c'est ça, parce que j'avais traversé cette période-là. J'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je ressens parce que j'imagine que c'est la même chose pour bien des gens, bien des femmes, c'est sûr, mais des hommes aussi qui passent à travers certaines périodes. En fait, tu sais, quand elle fait ses changements de vie, les changements dans sa vie, Sophie Parent, tout le monde est contre elle. Tout le monde, là, tu sais, c'est. Ben oui, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Et c'est ça. Et je pensais, au début, mon éditeur aussi pensait, quand on va publier, ça va être surtout des femmes, mais j'ai eu des courriels d'hommes qui disaient, vous savez qu'on soit un homme ou une femme, quand on décide qu'on fait des changements dans notre vie, la réaction des proches est la même. Tout le monde s'oppose à ça. Personne veut que ça change. Alors, je pense que cette phase-là de la charnière là, de la quarantaine se passe assez comme moi je l'ai raconté, pour avoir reçu beaucoup de courriels sur ce livre. J'en reçois encore d'ailleurs. C'est fascinant. Ça fait 10 ans qu'il est sorti. Puis, mais c'est toujours d'actualité. Et on m'écrit encore à propos de ce livre-là. Oui. Mais je pense que c'est toujours d'actualité. Là, on a un petit peu, là, je pense que dans les dernières années, tranquillement, on voit des femmes qui vont choisir de rester à la maison, mais des familles qui vont choisir de réduire si on veut leurs dépenses. On revient tranquillement, on revient à la terre de plus en plus, on valorise beaucoup l'autosuffisance, tu sais. Il y a ce mouvement-là. Des hommes qui restent à la maison aussi. Il y en a, effectivement. Un ou l'autre. Absolument. Là, tu sais, moi, je trouve ça merveilleux. Moi, je regarde les jeunes couples dans mon quartier, puis je suis tout le temps là. Wow, le rôle des pères aujourd'hui, il est assez. Il y a eu un grand pas. C'est remarquable, c'est vraiment remarquable par rapport à ma génération, par rapport à la génération de ma mère, elle en reviendrait pas.
Mais oui, en fait, je pense que c'est l'idée qu'on manque de temps. À un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée, puis on peut pas les remplir de quand on se lève jusqu'au soir. Si on remplit tout ça, on est fatigué à un moment donné, puis cette fatigue-là, ça s'accumule. Oui, puis on a un rendez-vous avec la dépression. Ah ben là, oui, à force de l'accumuler, c'est ce qui arrive. Puis c'est ça, quand j'ai écrit trop c'est comme passé, mais c'était un peu mon point de départ. C'était, est-ce qu'on a vraiment besoin? Parce que moi, j'ai fait ça. Quand je suis partie de l'enseignement, j'avais un emploi, une permanence, un bon salaire, une sécurité d'emploi, à vivre du métier le plus précaire qu'il n'y a pas. Tu sais, je suis 100% tributaire des ventes de livres. Alors, mais oui. S'il se vend pas, mon livre, je suis pauvre. S'il se vend, j'ai plus d'argent. Donc, il fallait que je contrôle. Et qu'est-ce que je pouvais contrôler? C'était mes dépenses, mon propre tempérament, mon propre désir d'avoir des affaires. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches au fil des ans. Puis c'est ça, en 2017, quand je me suis installée pour écrire ça, c'est que j'avais assez un bagage de vie, mais aussi beaucoup de connaissances acquises avec les livres. À la fin, il y a une bibliographie détaillée à la fin de ce livre-là. Oui. C'est assez exhaustif. Oui, on peut retourner. Oui. Puis c'est tous des livres qui sont accessibles. Tout le monde peut aller les lire pour réfléchir sur le sujet. Puis je pense que je vois chez la génération de ma fille, je le vois dans mon quartier aussi, des jeunes familles qui décident qu'ils vont vivre avec moi, mais qui veulent du temps. Absolument. Puis, mais ça, vivre avec moi, ça, je pense que c'est, je n'ai pas effectivement lu tout, mais il m'a marqué et pour des raisons bien précises, mais on va y revenir parce qu'avant ça, je voulais t'amener quelque part d'autre. Le livre You connaissent. Oui. Parce que là, toi, il faut le dire, là, je l'ai noté ici, tu as remporté la résidence d'écriture Burton House Writers Retreat de Dawson City. Traduction, la retraite des écrivains à Burton House. Oui, c'est ça. En fait, c'est la maison d'enfance du journaliste canadien Pierre Burton, qui est né à Dawson City. Alors, sa résidence, la maison où il est né, a été transformée en résidence d'écrivain. Et j'ai posé ma candidature et je l'ai obtenue. Moi, j'ai tout le temps dit que j'ai obtenu parce que ils donnent la résidence à coût de 3 mois à des écrivains différents du Canada. Et j'ai tout le temps dit que je devais être la seule cinglée à avoir demandé l'hiver dans le nord du Yukon. Oui, c'est ça, de janvier à mars 2010. Janvier à mars 2010. Tu avais envie de te faire violence? En fait, j'avais envie de connaître le Yukon, des Yukonais. Oui. L'été, il y a les travailleurs migrants, il y a les touristes. Puis les Yukonais qui vivent là, ils sont dans le jus parce qu'ils travaillent beaucoup l'été, parce qu'ensuite les touristes, ça s'en va, hein, ça dure 3 mois. Oui. Donc ils ont 3 mois pour faire leur argent pour l'année, donc on peut pas les voir. Ils travaillent toujours. Tu peux pas dire on va aller souper, on va faire un feu. Non, ils travaillent. Quand les touristes sont partis, là ils commencent à vivre. Alors moi je voulais rencontrer les vrais Yukonais. Alors je suis allée passer mon premier hiver avec la résidence et j'ai tellement aimé ça que l'hiver suivant, je suis allée garder une maison. Pour l'hiver aussi, garder une maison, on dit house sitting là-bas, comme babysitting. Mais oui. On s'occupe de la maison. En fait, on garde le chien, le chat, puis on s'assure que l'eau coule dans la maison parce que il fait à moins 40, c'est dangereux là, pour les tuyaux éclatent, la maison va être gaspillée. Alors, j'ai fait mon deuxième hiver là. En tout, je suis allée 9 fois. Tu sais, là, moi, je suis tombée au Yukon, dans le Yukon, comme Obélix dans Potion magique, là. Ah, mais c'est clair. C'était tellement ce à quoi j'aspirais de la vie que je savais même pas encore. Et bon, il y a encore une partie de la population qui vit pas d'eau courante, pas d'électricité. Oui, tu le racontes, ça. Ouais. Si dans trop, c'est pas comme. Oui, j'en parle dans trop, c'est comme passé. J'en parle dans Yukon, j'en parle dans une deuxième vie aussi. Ils vivent pas dans le village et pas dans Whitehorse, la capitale est toute moderne. Dans le village aussi, il y a l'eau courante, l'électricité. Mais dès qu'on sort de là, c'est trop cher faire amener de l'eau courante à loin comme ça. Et l'électricité aussi. Les gens sont très isolés, ils vivent dans le bois. Alors, mon premier hiver, on m'avait attribué l'étiquette de The Writer Obsessed with Indoor Plumbing parce que chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je posais la question, pourquoi on fait ça en 2010, là, vivre dans le fin fond du bois, pas d'eau courante, pas d'électricité? Et j'ai passé 2 hivers à poser la même question à tout le monde. As-tu une réponse? Oui, j'ai eu une réponse et en fait, il y a plusieurs réponses. La première réponse, la réponse la plus logique, c'est que le logement est extrêmement cher au Yukon. Alors, si tu veux vivre dans le village ou à Whitehorse, ça prend, tu passes plus de la moitié de ton argent dans ça, des fois même plus. C'est extrêmement cher. J'ai des amis qui vivaient à l'hôtel parce qu'ils n'étaient pas capables de se payer un loyer, là. Donc l'hôtel était moins dispendieux. Oui, mais oui, c'est ça, mais c'est des chambres de base, là, tu comprends, là, mais quand même. Mais c'est ça, que d'avoir un loyer, alors c'est très cher. L'autre chose, c'est ce qu'on ressent quand on va au Yukon, c'est la possibilité qu'on peut tout faire. Puis c'est de faire les choses soi-même. Alors bâtir sa maison, tu sais là, puis
Il y a beaucoup de, je vais dire, de facilité dans le sens que il y a des douches publiques, puis c'est tout organisé, puis les gens vont installer des panneaux solaires pendant l'été. Ça va bien. Les panneaux solaires, l'hiver, ça marche pas. Hein? Ouais. Alors, mais il y avait vraiment une sorte de fierté de mener cette vie-là, puis une grande liberté. Puis j'avais un copain, il était très rigolo. Quand il manquait d'électricité au village, lui, il vivait de l'autre côté du fleuve Yukon, il allumait ses lumières de Noël avec sa petite génératrice pour écœurer les gens du village qui, eux autres, avaient plus d'électricité. Il y a quelque chose de profondément grisant à être complètement indépendant. Et il y a ce feeling-là. Mais c'est sûr que, en même temps, tu sais, j'ai une amie, le jour où est-ce qu'elle a eu enfin l'eau courante dans sa maison, elle a fait une vidéo puis des photos, elle a mis sur Facebook, tu sais, les photos de sa nouvelle salle de bain, son lavabo, sa toilette, sa douche. Et comme, pour nous, c'est comme, ben là, qu'est-ce qui t'arrive? Mais moi, parce que j'ai connu sa maison, pas de salle de bain, je savais la valeur que ça avait pour elle. Enfin, elle avait pas besoin d'aller se laver au village, elle avait tout ce qu'elle se prenait dans sa maison. Ben, je vais me permettre de te partager un petit pan de ma vie. Moi, j'ai habité sur une île qui s'appelle Margarita il y a à peu près en 2010, 2009, et on n'avait pas l'eau courante à la maison. Et j'ai habité là longtemps. Et quand je suis revenue au Canada, la première chose que j'ai faite, c'est prendre une douche et d'ouvrir l'eau et de regarder. Et pourtant, je suis née ici, j'ai grandi ici. Alors, je pense que je peux saisir la signification. La valeur de ça. Oui, oui. Et aussi, bon, tu sais, les toilettes, bon, évidemment, quand on n'a pas d'eau courante, ils appellent ça outhouse, une bécasse qu'on appelle ici à l'extérieur. Et elles ont juste 3 côtés. Parce que il y a pas besoin de porte, c'est dans le fin fond du bois. Non, tu sais là, alors elle a juste 3 côtés pour protéger du vent et ils mettent pour l'hiver, ils mettent le styrofoam rose là, tu sais le mousse isolante rose là. Et je me souviens au début, tu sais que je faisais ma recherche, je connaissais pas grand-chose, puis j'étais pas mal nounoune dans toutes mes questions, mais là, je regardais ça puis je me disais, c'est quoi le rapport, tu sais? Alors, un hiver que j'étais là, une amie chez qui j'étais, elle a dit, ah oui, vas-y, là, va faire pipi dans ma bécasse, là, puis pose tes petites fesses délicates sur le styrofoam rose. Et effectivement, c'est chaud. Il faisait moins 30, mais c'est chaud, oui. Alors, j'ai compris le principe par l'expérience. On devient très débrouillard quand on a très peu. Puis je pense que quand tu parlais de liberté, au début, tantôt, tu as dit, on est libre. Puis là, je me dis, mais voyons, t'es pas libre, tu as besoin de tout faire toi-même. Ah non, mais en même temps, tu ne dépends incroyable. Ouais, tu dépends de rien ni personne. Ouais. C'est là la liberté, finalement. Oui, oui. Mais les Yukonais connaissent une liberté qui, pour nous, est inimaginable. Avant de l'avoir vue et vécue, parce que je suis allée 9 fois puis j'ai séjourné assez longtemps, je pensais même pas que ça existait, là. Tu sais, c'est grisant. Assez qu'on revient ici puis on sent le poids, on redevient un peu tout petit quand on revient dans le sud ici. Il y a pas autant de monde, c'est sûr, là. Tu sais, il y a 30 000 personnes au Yukon, tu sais, là. C'est mon quartier, ça, où est-ce que j'habite à Sherbrooke. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ben, ça, 30 000, c'est réparti à la grandeur du territoire, là. C'est ça. Alors, il y a énormément mais en même temps, la vie a une saveur et une valeur qui, pour nous, tu sais, c'est rare ici qu'un enfant va perdre un pied parce qu'il a perdu une botte en s'en revenant de l'école l'hiver. Oui, non, ça arrive peu. Non, mais au Yukon, oui, parce qu'il fait moins 40. Alors, s'il perd sa botte en s'en revenant de l'école, il va perdre son pied, ça va faire des engelures. C'est fini, là. On s'entend qu'on est ailleurs. Ah oui, c'est ça. Alors, la vie, puis aussi, tu sais, il y a plus d'ours au Yukon qu'il y a d'habitants. Alors, ma première fois, quand je suis allée au Yukon, je me suis allée marcher sur le bord du fleuve Yukon, puis il y avait un petit sentier, puis je me trouvais bien bonne, puis là, ça faisait 1 heure et quelques que j'étais partie, puis je me disais, hey, wow, ça, c'est génial. Puis là, je croise une madame qui s'en vient avec son chien, puis elle dit, où est-ce qu'est votre chien? Ben là, non, je suis un touriste. Moi, là, j'ai pas de chien ici. Elle dit, vous allez revenir avec moi, c'est dangereux, ça, vous risquez de surprendre un ours. Moi, j'avais pas pensé. Rarement, on se demande ça quand Non, j'avais pas pensé à ça. Elle m'avait dit, c'est dangereux ce que vous faites là, de vous promener toute seule comme ça dans le bois. C'est tout un univers à apprendre. Ouais, c'était de réapprendre où sont les dangers auxquels on pense pas. Mais alors, ça donne à la vie une saveur différente, vraiment. Oui, j'imagine. Puis là, donc, entre janvier et mars 2010, vous étiez à la résidence. Oui. C'est quoi une résidence d'écrivain? En fait, c'est juste il y en a en ville, c'est des appartements. Là-bas, c'est la maison. La maison qui était transformée en résidence dans le sens que elle est toute équipée, puis que l'auteur arrive, puis il vit dedans pendant 3 mois. Oui. Puis après ça, il reprend ses affaires, puis il s'en va. Puis il y a des frais de subsistance, là, parce que le Yukon, très cher, il donnait un montant chaque mois pour permettre de payer l'épicerie, mais tout est fourni, l'électricité, l'Internet, tout dans la résidence. On n'a rien à fournir. On a juste à vivre dedans, puis à être inspiré par l'environnement. C'est ça, le but, dans le fond, l'objectif, c'est de fournir un lieu d'inspiration pour les écrivains. Oui, c'est ça, parce que, bon...
t'as une grosse famille, hein? Ce serait difficile de s'asseoir tranquille dans un coin pour écrire un roman. C'est quoi ça, s'asseoir tranquille, Mylène? C'est ça. Alors que quand on est dans une résidence écrivain, on n'a que ça à faire. Absolument. Bon, là, j'ai pris mon verre d'eau. Tu vois bien que je suis pas coordonnée. C'est pas très grave. Je veux qu'on parle de Judith. Je sais, ça a pas été un livre qui a été tant médiatisé, mais pour moi, ça a consolidé, dans mes recherches, je me trompe peut-être. Mais pour moi, ça a consolidé un thème que j'ai vu qui était plutôt récurrent et qui était beau à voir. En fait, c'était, je trouve que tu amènes, et ça c'est, comme je te dis, ça s'est confirmé avec Judith, des femmes fortes. Tu sais, Lily Klondike, comme on disait tantôt, fin du 19e siècle, c'était très avant-gardiste de partir, surtout des Canadiennes françaises. Après ça, Sophie Parent qui décide de let's go, j'y vais. Judith aussi, là, il est question, ça c'est Deuxième Guerre mondiale, 1939. Oui, en fait, Judith, c'est le nom de code d'une agente de sabotage. Qui vient que j'ai utilisé d'ailleurs le titre du livre, on le voit apparaître dans le roman, mais c'est parce que le livre de Judith, c'est un des livres de la Bible où ce que Judith, son village est attaqué par l'ennemi et les hommes sont prêts à se rendre parce qu'ils ont trop peur du général. Alors elle dit vous avez pas de la foi. Alors elle est une veuve, alors elle s'habille, elle se parfume, elle se lave, elle est toute prête. Et elle s'en va dans le camp du général ennemi. Et il la trouve tellement belle qu'il donne un grand banquet pour elle. Et pendant la nuit, il est tellement sous-mort, elle lui coupe la tête. Puis elle revient au village, puis c'est réglé. Le camp ennemi s'en va, puis Judith a sauvé le village. Et c'est comme la première des espionnes, agents de sabotage, tu vois là. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toute une branche qui s'appelle le SOE, qui était Special Operation Executive. C'était des agents qui étaient formés pour aller foutre le bordel en France, dans le territoire occupé par les Allemands. Alors, dans le cas qui moi m'intéressait, c'était en France parce que on a recruté des Canadiens français pour ça. Et l'école s'appelait le STS 103, qu'on a baptisé maintenant, on appelle ça le camp X, à côté de pas tellement loin de Toronto. Et on formait des agents de sabotage. On formait des tueurs. C'est pas compliqué. Carrément, on formait des tueurs. Et on a formé des femmes parce que elle pouvait passer relativement inaperçue, elle semblait inoffensive, c'est ça. Mais on a formé, alors il y a plusieurs livres qui existent, des biographies de ces femmes-là. Évidemment que une fois qu'elles étaient parachutées, elles avaient une espérance de vie de 2 semaines. C'est vrai? Ouais, ça c'était sans être capturées. Si elles n'étaient pas capturées, ça allait à 6 semaines. Mais c'était l'espérance de vie. Alors, l'idée, c'était d'essayer de sortir de là après avoir accompli la mission. Ça, c'était difficile. Pourquoi elles faisaient ça, tu penses? En fait, ils recrutaient des très jeunes femmes. Ils recrutaient dans la vingtaine. Ils allaient chercher des femmes assez idéalistes. Il y a eu des jeunes hommes, des hommes aussi, hein, pas juste des femmes dans ça. Ils allaient chercher des jeunes assez idéalistes. C'est parce que on avait besoin de stresser les Allemands. Tu sais, okay, oui. Alors les évaluations qui sont faites, c'est que le travail du SOE, de ces agents-là, aurait raccourci la guerre de 6 mois et qui aurait permis le débarquement au nord, le débarquement de Normandie, parce que les autres, ils faisaient vraiment le bordel. Ils faisaient sauter des trains, briser des voies ferrées, de façon à retarder, entre autres, la montée des troupes allemandes vers le nord. Alors, et j'ai trouvé que ces femmes-là avaient eu un courage incroyable. On n'en a pas parlé. Elles n'ont pas eu de médaille. Souvent, elles ont eu des médailles parce que les hommes, parce que c'était des femmes, on pouvait pas les enrôler dans l'armée. Non, c'est ça. Alors, elles étaient enrôlées dans une espèce d'escadron, si on veut, qui n'était pas vraiment un escadron, mais plus d'hôpital militaire, même si elles faisaient le même travail que les hommes. Alors, les hommes ont reçu leur décoration à la fin de la guerre, mais pas les femmes. Ça a pris... souvent, elles étaient rendues à 80 avant qu'on leur donne la décoration. Souvent, il y en a plusieurs qui sont mortes. Sont décédées. Et comme elles n'avaient pas droit de pension non plus, parce qu'elles n'étaient pas dans l'armée comme enrôlées, comme les hommes, ben souvent, elles ont vendu, celles qui ont eu des médailles, ils ont vendu pour pouvoir vivre. C'est d'une tristesse. Ah, c'était très triste, oui. Mais j'avais envie de raconter la partie intense de la vie de ces femmes-là. Tu sais, là, ça c'était... Alors, il y en a 2 dans le livre de Judith. Il y a celle dont le nom de code est Judith et l'autre dont le nom de code est Justine. Et c'est leur péripéties, comment elles sont entrées dans ça, comment elles ont été formées aussi, parce que j'étais très chanceuse, j'ai mis la main sur les manuels de formation des agents. Wow! Si on regarde ça aujourd'hui, puis on regarde les camps d'entraînement des militaires? Non, en Syrie, là, de Daesh et tout ça, là, l'État islamique et tout ça, c'est la même chose. On a mis sur papier des livres qui permettaient de former des tueurs. Alors, ils ont juste circulé. Et au moment où le SOE ouvrait ses écoles, il y avait des gens au gouvernement britannique pour dire, attention,
c'est dangereux de former des gens à faire ça parce qu'après ça peut se retourner contre nous. On les a pas écoutés. On les a pas écoutés, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est pas rare, ça, qu'on va faire des choses en pensant au moment présent, puis des fois, on a des gens qui vont dire, oups, attention, il y a une réflexion à avoir, peut-être au niveau sociologique, au niveau... Oui, mais on s'entend que c'était pendant la guerre, hein. C'est sûr qu'on était dans une période, il fallait faire quelque chose parce que Hitler agrandissait son territoire tout le temps. Alors, on a pris les moyens qu'on a pu, mais, c'était un lavage de cerveau qu'on faisait à ces jeunes-là qu'on envoyait là-bas. Mais je sais que, là, je change de registre complètement. Écoute, je sais que demander à un écrivain s'il y a une préférence dans ses œuvres, c'est un peu comme demander à un parent s'il y a une préférence dans ses enfants. La réponse est oui, mais on peut pas le dire. Je vais oser la question, Mylène, parce que je veux absolument qu'on prenne du temps pour parler de trop, c'est comme pas assez. Mais avant ça, est-ce qu'il y a une de tes œuvres, un de tes livres que tu affectionnes particulièrement? Oui, et c'est celui-là, La mémoire du temps, parce que c'est une espèce de roman politico-religieux qui en gros dans ça, tu vas voir à quel point, quand je l'ai écrit, on n'était pas là, mais c'est là qu'on est maintenant. Il y a un gouvernement ultra-conservateur qui veut rouvrir le dossier de l'avortement. Oh ben voyons donc. Là, vous voyez que je l'ai pas lu. je suis aussi surprise que vous. Voyons donc. C'est ça. Alors, mais en fait, c'est parce que j'ai fait beaucoup de recherches et j'étais à Ottawa, en montant à Ottawa, à un moment donné dans l'auto, il y avait une entrevue à CBC avec Marcy McDonald qui a écrit The Armageddon Factor, qui est un livre qui montre ce qui était derrière Stephen Harper et les conservateurs et le désir des espèces de pro-vie qui poussent derrière le gouvernement conservateur, qui est pas les progressistes conservateurs. Malheureusement, ils sont fusionnés maintenant. Alors, il y a ça derrière. Et elle avait tout déconstruit ça pour montrer l'influence religieuse qu'il y avait derrière le Parti conservateur. Alors, moi, j'étais partie avec ça, puis ça, écoute, c'était 2012. J'ai gardé ça dans ma tête en disant, c'est incroyable que ça arrive au Canada. Alors quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire en 2017. J'avais le livre de Marcy McDonald, mais après ça, j'ai été le chercher ailleurs et tout ça. Et alors le personnage de Virginie Abigail Constantino, elle est auteure de romans historiques. Et j'avais besoin de quelqu'un qui avait du temps. C'est pour ça que je lui ai donné ce métier-là, parce qu'elle n'a pas de patron. Donc, si elle dit qu'elle part pour faire une enquête en quelque part, elle peut partir. Alors, elle fait l'enquête. Elle a mis la main par accident sur un vieux manuscrit en papyrus qui est en train de se désagréger. Et elle veut savoir c'est quoi ce document-là, puis elle fait la recherche. Et à travers sa recherche, ce qui monte de là, c'est l'influence de groupes religieux qui veulent faire disparaître, en fait, ce texte-là. Et on remonte en 1980, où là, on a un professeur d'université qui, lui, est le découvreur de ce texte-là en Égypte. Alors, on participe à des fouilles. Alors, c'est un peu, il y a une espèce d'Indiana Jones dedans, parce que lui, il est en Égypte en train de faire des fouilles archéologiques. Et on a elle, aujourd'hui, qui a le manuscrit en question et qui... Tout le monde qui a eu ce manuscrit-là entre les mains est mort parce que évidemment tout le monde essaie de courir après. Alors et c'est ça. Alors c'est drôle parce que quand le livre est sorti, il y a un lecteur qui m'a écrit bien fâché qu'au Canada ça existait pas l'influence de la religion dans la politique. Puis là je me disais je sais pas où est-ce qu'il regarde, mais en tout cas. Mais honnêtement, Mylène, là, c'est drôle parce que moi, je me suis passé la même réflexion au cours des 18 derniers mois, peut-être. On sait que là, Donald Trump a exacerbé certains comportements et normalisé peut-être aussi certaines réflexions qu'on disait peut-être avant un peu plus à mots couverts. Et c'est vrai qu'au Canada, pendant longtemps, on s'est senti comme à l'abri de ça. Jusqu'à récemment, quand je me suis intéressée aux dernières élections fédérales et qu'il était question souvent de la droite radicale, à qui le chef actuel ne plaît pas nécessairement parce qu'il y a un discours plus modéré. Et c'est là où moi, je me suis éveillée à ça et en commençant à lire, effectivement. Mais je peux comprendre que les gens se disent, ben voyons donc. Ah oui, c'est ça, ça se peut pas. Aux États-Unis, on suit ça avec notre popcorn, puis on trouve pratiquement que c'est ridicule. Mais attention. Mais c'est ce que Marcy McDonald elle disait. Elle disait ces mouvements-là sont en dessous du radar. C'est ça. Alors nos médias n'en parlent pas parce qu'ils les prennent pas au sérieux, mais en fait ils sont très bien placés. Et moi c'est toujours un peu ce qui m'inquiète, c'est que ils s'en cachent même pas. Les mouvements pro-vie travaillent à faire élire des députés
dans le plus de comtés possible. Ils sont pas pressés. Un jour, ils vont avoir assez de députés pour faire rouvrir le document. Ils s'en cachent même pas. Tu fais un peu de recherche sur Internet, tu vas le voir. Tu sais, politiciens, députés, mouvement pro-vie, ils s'en cachent même pas. C'est vraiment leur objectif de faire ouvrir ça. Alors, c'est un peu, pour moi, c'est un peu ma participation à lever le voile sur ça. Et intellectuellement, c'est mon préféré parce que c'était le challenge à faire, là. Tu sais, là. Ah oui? Oui, parce qu'il y a une partie où je parle des gnostiques, qui est une secte qui existait à l'époque de Jésus-Christ. Et il y a eu, on pense dans l'histoire du christianisme qu'il y avait une branche, puis les hérétiques, c'était des branches qui poussaient comme ça, mais en fait, c'est pas ça. Quand j'ai commencé la recherche, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs, un peu comme pour l'être humain, tu sais, on pensait qu'il y avait un, puis qu'il y avait des branches comme ça qui partaient, le Néandertal et tout ça, qu'on était toutes issues. Non, il y en avait plusieurs sortes. Puis il y en a un qui a pris le dessus sur les autres. Mais c'est la même chose. Naturelle, mettons, oui, c'est la même chose avec le christianisme. Il y a eu plusieurs branches issues des groupes autour de Jésus. Puis c'est une branche, c'est qu'on appelle orthodoxe aujourd'hui, là, la branche qui est devenue catholicisme, là, qui a pris le dessus puis qui a éliminé les autres, mais qui a éliminé les autres par la force en brûlant les livres puis en tuant les gens. Et puis ça, on n'entend jamais parler de ça. Alors, ça m'a fait plaisir de pouvoir aller chercher ça puis de raconter ça à travers mon livre aussi. Alors, ça parle aujourd'hui, mais le contrôle de la religion, de la politique par la religion, ça existait avant, ça existait à l'époque de Jésus. Alors, je mets un peu le parallèle entre comment on a fait à cette époque-là puis comment... Mais d'où la pertinence, finalement, d'avoir deux époques qui se côtoient. Oui, c'est ça, parce qu'on voit vraiment, on voit vraiment le parallèle, là. Oui. C'est ça. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ben celui-là, on va le mettre sur notre liste de lecture. Surtout si le sujet t'intéresse. Ben en fait, oui, et franchement, c'est limite tu as vu dans le temps, tu as pas littéralement vu dans le temps, mais tu as vu venir quelque chose par des recherches. Oui, parce que j'avais lu par la recherche, je voyais que ça montait, puis c'est ça là. Il y a eu 2 élections depuis, puis il y a toujours des lectrices pour m'écrire, mais là comment vous avez vu venir ça? C'est parce que j'ai lu sur ça avant, puis on les voit. Quand on fouille, on les voit, ils s'en cachent pas. Alors, c'est pas difficile. On voit ça venir écoute, il y a une vidéo sur YouTube où ils expliquent très bien qu'ils font élire des députés dans plusieurs places dans le Canada sans dire qu'ils sont soutenus, ces députés-là, par un mouvement pro-vie. Ben, une fois que c'est le temps de voter, ben, il vote du bon bord. Mais alors, exactement. Alors, écoute, Mylène, on pourrait, mais avec raison, on pourrait parler pendant longtemps des livres que tu as écrits parce que les histoires me fascinent, les thématiques, le mystère. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui nous tient en haleine, là. Je le disais, quand on s'est parlé avant l'entrevue, je suis fâchée contre mes enfants parce qu'il faut que j'aille faire des gaufres le dimanche matin puis je veux juste rester à lire le livre. Alors, je trouve qu'on retrouve ça dans tes livres. Puis là, t'as comme changé de direction pour trop, c'est comme pas assez, parce que là, tu racontes pas une histoire fantastique, au contraire. Non, c'est très terre à terre, c'est un essai. Qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers l'essai? Pourquoi tu as senti le besoin de le faire à ce moment-ci? Ben, je sais pas trop. Je pense que un des éléments, c'était l'arrivée de l'hypertechnologie là partout dans nos vies là. C'est partout, hein. C'est géré partout. Mais aussi avec le taux d'endettement. C'est sûr que là, avec les confinements, puis la PCRE, puis la PCU, puis toute la COVID, tout le monde a pris. Les gens, quand le premier confinement est arrivé, là, moi je connais des gens qui avaient pas assez d'argent pour faire leur paiement de maison. Tu sais, il y avait pas une scène pour faire ça. Puis tout d'un coup, tu sais, le temps que la PCU arrive, pendant cette période, les 2 semaines-là, c'était, les banques alimentaires étaient dévalisées, mais moi, j'avais écrit mon livre, là, il était supposé de sortir à l'automne. J'ai signé le contrat pour ça en janvier 2020. Et il est sorti finalement en mars 2021. Il est sorti en 2021, oui. En fin février 2021, parce que on n'allait pas sortir mon livre pendant le confinement. Il n'y avait pas de librairie d'ouverte. Tu sais, là. C'est vrai, parce que j'étais pour dire, ben oui, tout le monde est à la maison, mais il n'y avait même pas de distributeur. On pense pas à ça, mais les distributeurs étaient à Montréal, puis ils étaient tous arrêtés. Alors, même quand les librairies voulaient vendre des livres, s'il n'y en avait plus en stock, il n'y en avait plus en stock, ça finissait là. Alors, on n'a pas sorti mon livre-là pour ça, pour lui donner une chance quand même, là. Mais c'est ça. C'est que moi, j'avais fait le saut, mais aussi, c'est que à chaque salon du livre, j'ai encore beaucoup de gens dans les salons du livre. Tu sais, je suis là d'habitude très longtemps. Il y a tout le temps des gens pour venir me demander comment vous avez fait pour passer de la vie de prof à ce que vous faites là. Oui. Parce que, manifestement, j'ai l'air heureuse. Oui, j'adore ma job. Vraiment. J'aimais ça enseigner, mais j'aime pas le même high que j'ai à écrire. Mais c'est ça. Alors, je leur racontais souvent comment j'avais fait ce saut-là. Puis, je parle souvent de mon ami Wilfrid, là, dont je parle au début. Oui. Wilfrid, moi, j'avais 27, 28 ans quand Wilfrid est mort, mais Wilfrid, en fait, quand il a eu 55 ans, il a pris une pré-retraite, il voulait peindre. Toute sa vie, il avait été courtier en immobilier, puis là, il s'est dit, là, c'était son temps à lui. Il a pris sa pré-retraite pour peindre, puis à 60 ans, il a fait un AVC.
Oui. Puis quand je suis allée le voir à l'hôpital, il m'avait dit, il savait que je voulais écrire, tu sais, puis moi j'enseignais, là, j'avais mon bébé, là, puis j'enseignais, puis j'étais comme pris dans la vie avec les dettes et tout ce que tu voudras. Puis là, il m'avait dit, attends pas de prendre ta retraite pour écrire, tu sais pas si tu vas te rendre là, puis tu sais pas dans quel état, regarde-moi, tu sais. Puis effectivement, il était paralysé à moitié, là, c'était fini la peinture, tu sais, là. Ça a été vraiment un grand choc parce que c'était la première personne que je connaissais qui devenait invalide du jour au lendemain, tu sais, comme ça, là. Mais qui me parlait, qui me connaissait assez pour me dire, je connais ton rêve, puis si tu le fais pas maintenant, tu le feras peut-être pas. C'est vrai. Alors, ça a été un grand flash pour moi, là. Ça a été, OK, là, je peux pas rester sur le convoyeur, là, faut que je débarque, faut que je fasse mes affaires. Alors, c'est à partir de là que j'ai changé ça. Alors, quand je raconte ça dans les salons, les gens ont beaucoup de questions. Fait que là, je m'étais dit, après la sortie du livre de Judith, c'était le temps. Tu sais, j'avais une période plus lousse. Alors, je me suis installée pour l'écrire. Puis, j'ai écrit en 3 mois, mais j'avais déjà toutes fait les lectures parce que je lisais là-dessus depuis l'âge de 30 ans. Et il y a énormément de références dans ce livre-là. Ben, je lisais là-dessus depuis l'âge de 30 ans, puis j'avais tout ça. Puis, j'ai mis une partie sur la technologie parce que je trouve que la technologie, j'ai un ordinateur et tout, là, tu sais, là. Mais, je trouve qu'on est hypnotisé devant les écrans puis qu'on passe à côté de notre vie. Fait que, tu sais, quand on est, le nombre d'heures passées sur les écrans, c'est, avec la pandémie, c'est encore pire, là. Oui. Puis moi, je trouve dangereux dans le sens que la vraie vie, elle est pas là. La vraie vie, c'est d'aller manger son cornet de crème glacée au dépanneur du coin, tu sais, c'est de sortir avec des amis, c'est de voyager, c'est de faire des choses. Puis là, de plus en plus, les gens sont juste assis. Écoute, il y a des gens, pendant la pandémie, ils sont passés au travers de toute Netflix. Oui. Ben, en tout cas, moi, je sais que les gens me disent, qu'est-ce que t'écoutes sur Netflix? Je sais pas. Moi, j'ai 4 enfants, j'écoute rien. Mais je veux te dire que par rapport à la technologie, on en parle beaucoup, de plus en plus. Mais ce que j'ai aimé dans toi, ta façon de traiter du sujet, c'est que tu as amené au niveau neurologique. Oui. Qu'est-ce que ça peut amener? Autant pour nos jeunes, mais pour les adultes aussi. On a tendance à dire les enfants et les écrans, mais les adultes les et les adultes écrans aussi. Oui, parce que quand à force sur un écran, c'est tout bouge très, 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 très vite. Tout le temps. On change de page, ça clignote ici, ça bouge. Alors, notre cerveau est constamment en train de faire les ajustements. Et ça, c'est une habilité du cerveau de faire ça. Mais si on fait que ça, on perd l'habilité du cerveau. On peut voir ça comme un muscle qui va s'atrophier, des connexions, mais qui se font moins, qui sont les connexions qui permettent de faire une lecture en profondeur. S'asseoir avec un livre pendant 1 heure. Tu sais, là. Ben là, plein de gens la guerre et la paix, plein de gens sont plus capables de lire ça. Plus capables de lire sur une longue période. Et d'être absorbé de comprendre ce qu'ils lisent. Ils sont tout le temps distraits parce que ils s'ennuient, c'est plate. C'est le cerveau qui... C'est pas assez stimulant. C'est pas assez stimulant. Il veut retourner aux connexions rapides. Mais le problème, c'est que quand on s'instruit, je veux dire, sur Internet, on connaît plein d'affaires. On connaît gros de même de plein d'affaires. Ben, on se pense donc intelligent parce qu'on en sait-tu des affaires. Je le sais, j'étais là. Je me rappelle d'un soir avoir réalisé comment j'en savais des choses, mais en fait, je savais absolument rien parce que tout ce que je lisais, c'était des articles de 2 pages, puis encore sur Internet, tu sais. Alors que quand je regarde mes livres, quand je lis un livre sur le sujet, là, tu connais quelque chose sur le sujet. Mais quand tu lis un article de 2 pages sur le sujet, tu as à peine touché la surface. Tu sais que ça existe. Tu sais que ça existe. Sauf que, on voit ça très bien en ce moment, avec tout ce qu'il y a autour de vaccins et tout ça, tu sais, tout le monde, peu importe le camp, est persuadé d'avoir tout compris. Alors que tout le monde a lu maximum 2 pages sur le sujet. Absolument. Alors, c'est ça. Alors, le problème avec la technologie, c'est que c'est en train de nous rendre idiots. Puis, il y a un chercheur français, Michel Desmurget, qui dit, qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Oh, j'adore ça. Un petit bijou. Et il montre, lui, que autant comme les compagnies de tabac, je sais pas si tu te rappelles, dans les compagnies de tabac dans le temps, quand il y avait une étude qui montrait que le tabac était nocif, ils finançaient une étude qui prouvait le contraire. Et chaque fois qu'on arrivait avec ça, ils prouvaient le sucre. Les compagnies de sucre font la même chose maintenant. À chaque fois qu'une étude montre le sucre comme étant quelque chose de dangereux, les compagnies de sucre vont faire une étude qui va montrer le contraire. Ben c'est la même chose avec la technologie, les jeux vidéo et tout ça. Chaque fois qu'une étude va montrer le danger pour le développement du cerveau, ces grosses compagnies-là financent des études de l'autre côté. Alors, le consommateur moyen, il sait plus
ou donner de la tête. Et à chaque fois qu'on dit, oui, mais il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est dangereux, lui, il les sort. Ils sont tous à la fin de son livre. Oui. Lui, tu trouves que moi, j'ai une bibliographie, lui, là, il y a une bibliographie de quasiment 100 pages à la fin. Puis ils sont tous accessibles, presque tous sur Internet. On peut retrouver ces études-là. Puis moi, je le voyais chez moi-même parce que une journée, je raconte l'anecdote, j'étais en train de faire du pain. Oui, c'est ça que je vais te parler. En 2018, t'es en train de pétrir ton pain. J'étais en train de pétrir mon pain, puis là, dans ma tête, tout ce que j'étais en train de faire était en train de se préparer en statut Facebook. Oui, c'est ça, tu dis, je réfléchissais en publication Facebook. Oui, c'est ça, quand j'avais les phrases, que j'allais mettre l'image qu'elle a avec, je le voyons, non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que c'est pas dans ma façon de penser, tu sais, là. Mais là, au lieu d'être concentrée sur ce que je faisais, j'étais concentrée à comment je vais le préparer pour comment Facebook. Je vais montrer ça à tout le monde, mon beau pain que je suis en train de faire, là. Alors, je me suis dit, OK, c'est très insidieux, ça vient vraiment jouer dans nos connexions au cerveau puis notre connexion au réel aussi. Alors c'est ça. Fait que je suis partie avec cette idée-là. Puis en fait, c'est sûr que bon, il n'est pas que question de ce qu'on vient de discuter là. Non, ça parle d'argent, exactement. Ça parle beaucoup d'argent aussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est comme si c'était présenté comme voici un petit guide pour arriver à apprendre à vivre autrement. Mais ce que j'aime, c'est que dès le départ, et je l'ai senti à plusieurs reprises, puis une fois où tu le dis très clairement, il faut être ouvert un minimum. Oui, absolument. À faire une introspection sérieuse. J'arrêterai pas de voyager. Voilà, exactement. J'arrêterai pas de voyager, mais j'achète peu de vêtements. Cette année, j'en ai acheté plus. puis j'ai fait mon petit total en disant, bon, ben là, je suis bonne pour 10 ans. Mais le chandail que j'avais quand je suis arrivée tantôt, je disais à mon chum, en le mettant ce matin, je dis, hey, c'est assez extraordinaire qu'il me fasse encore. C'est pas celui-là, il vient de chez MSC, mais c'est parce qu'il y a 15 ans. Mais il est encore tout beau, il fait encore tout bien, il me fait, puis je le garde, puis je l'aime. Mais c'est ça, et je montre derrière aussi, tu sais, la consommation de vêtements, ça pollue la planète parce que fabriquer du coton, on pense pas en Chine, là, mais c'est terrible comment les rivières sont polluées à cause de ça. Puis les sources sont en arrière, sont toutes dans le livre. Oui, c'est ça, tout est documenté. C'est ça, mais peut-être aussi parce qu'à cause de, je vais avoir 54 ans, j'ai vécu à une époque où on était, où tu sais, dans les années 70, on n'avait pas tout ce qu'on a là. Puis une affaire, on le jetait pas pour en acheter un autre, puis en acheter un autre. Non, on reprise, on répare. On réparait, c'est ça. Puis on gardait les choses. Puis après ça, c'est devenu dans le jeter, tu sais, l'obsolescence programmée, là. Et là, mais on a ça aussi dans les vêtements. Tu sais, on achète les vêtements, puis une fois qu'ils sont lavés, ils sont finis. Tu sais, là. C'est vrai. On a ça oui, aussi. C'est vrai, c'est absolument. Vrai. Alors, il faut absolument que j'apporte, parce qu'on va manquer de temps. C'est fou, je savais que ça allait passer trop vite. Mais il y a une métaphore que je pense que c'est au début, là. Tu fais une espèce de référence au film La Matrice. Oui. OK, moi, ça, j'aimerais ça que tu l'expliques, mais on va essayer de le faire condenser, là, mais il faut absolument que tu nous dises, c'est quoi cette réflexion-là par rapport à La Matrice? Ben, c'est parce que quand on est dedans, je le sais pour avoir été dans j'appelle ça la société d'hyperconsommation, là, où on est tout le temps en train d'acheter des choses, même quand on s'en rend pas compte, puis les cartes de crédit, puis la carte de débit, ça a juste accéléré ça, parce qu'on voit pas l'argent de plastique, ça nous coule entre les doigts. Quand on est dedans, on pense pas qu'on peut vivre autrement. On a les dettes, puis on se voit étranglé à la fin du mois, mais on pense que c'est la vie que tout le monde mène, puis qu'on est obligé d'être dedans. Et comme Néo, dans La Matrice, quand il prend sa petite pilule puis qu'il se réveille de l'autre bord, tu sais, comme, il dit, oh, wow, mais j'étais dedans. Ça n'a pas de bon sens quand j'étais dedans. Oui. Alors, quand on est sorti de là, on regarde comme on était en disant, mais ça n'a aucun bon sens. Le comportement que j'avais, si je m'étais pas réveillée, j'avais passé ma vie dans La Matrice, tu sais, là. Alors, mais il y a plusieurs, tu sais, ça fait longtemps, là. Même les Grecs parlaient déjà de ça, hein. Les philosophes grecs parlaient déjà de sortir de l'espèce de course dans laquelle on est pour voir ça de l'extérieur, de dire, OK. Explorer autre chose. Quel bout j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment pas? Puis, une fois qu'on fait ça, on est comme, c'est facile de retomber dedans aussi, si on veut. Néo, il peut retourner dans sa matrice s'il veut. Mais une fois qu'on est à l'extérieur, ça nous semble un peu ridicule, la vie où est-ce qu'on était avant. Oui. Tu vois, là, on se dit, mais au moment où, j'étais en train de dilapider mon argent alors que j'aurais pu faire tellement de choses importantes, tu sais, là. Et plus significatives pour moi, parce que, à la fin, et ça, je le dis souvent, à la fin, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de rewind, il n'y a pas de, c'est fini. On tire la plug, t'es plus là, t'es mort, c'est réglé. Tu peux pas. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de regrets des choses qu'on n'a pas faites. Tu sais,
que de remords de choses qu'on peut avoir faites, là. Tu sais, là, Le seul échec, c'est de pas essayer. Ben oui, c'est ça. De pas avoir exploré. Moi, je voulais voyager toute seule et je l'ai fait. J'ai fait la route de Compostelle. Je suis allée 2 fois. Je suis allée au Yukon toute seule. J'ai traversé l'Atlantique en cargo porte-conteneur. Tu sais, j'ai fait les affaires que j'avais envie de faire de façon à ce que j'arrive pas à la fin en me disant j'aurais donc dû faire ça. Et t'as nommé les choses qu'on n'aura pas eu le temps de parler et que je trouvais fascinantes. Mylène, en terminant, ça a été un plaisir. J'aimerais juste savoir, avant de terminer, on surveille quoi? On surveille deux livres à venir? Oui, le Noël à Kingscroft, qui est un roman de Noël avec décembre 2020. Alors, c'est comme nous, on a vécu, nous, comme lecteurs, on reconnaît le background, si tu veux, le fond de 2020, mais en fait, c'est l'histoire d'une mère de famille de 6 enfants, mais il y en a 4 à la maison, qui est monoparentale avec son père qui habite à côté, puis est en amour avec son voisin, qui est un immigrant syrien. Et évidemment, ça, c'est la partie qui touche de ma vie parce que les Syriens, les réfugiés syriens sont entrés dans ma vie quand ils sont arrivés ici. Mes voisins sont des Syriens et j'ai trouvé le fond tellement intéressant que je voulais les mettre ça de l'avant. Je prends des cours d'arabe grâce à eux aussi. Alors et aussi La Coupe de Jam, qui est mon premier roman de fantasy, parce que pendant la pandémie, on pouvait pas écrire grand chose d'autre parce qu'on savait pas de quoi allait avoir l'air demain. Le futur. Ah oui, alors je voulais pas avoir un livre qui allait être passé date quand il sortirait. Alors j'ai commencé un cycle de fantasy. Puis ça s'appelle Sous le ciel de Tessila, ça c'est le nom du cycle, mais le premier volume s'appelle La Coupe de Jam et il sort le 17 février. Eh ben, dis donc, tu ne chômeras pas d'ici là. Non, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir du temps pour écrire. Ben oui. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ça a été un bonheur. J'espère qu'on pourra le refaire bientôt. Oh, ce serait bien agréable. Avec grand plaisir. Je vous l'avais dit, fascinante. J'en reviens pas. Je sais pas vous. Moi, j'ai envie d'apprendre sur plein de sujets soudainement. J'espère que l'émission vous a plu et je vous dis à bientôt.